Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours avec Thierry Messon en direct de Damas. Thierry, toujours avec nous? Oui, oui, toujours. Oui, toujours. Euh, Bah voilà, sur ça, donc événement, voilà, on a, comment dire, tu nous as éclairé encore plus sur tous les changements qu'implique en fait cette élection aux États-Unis. Et quels sont les changements concrets pour ce qui se passe en Syrie? Parce qu'on imagine que voilà, la guerre en Syrie, ça va prendre une autre tournure en fait sur le terrain concrètement. Qu'est-ce que ça change pour la Syrie là, cette arrivée de Trump? Moi, je disais tout à l'heure que bon, il y a déjà une collaboration entre les armées Oui, des États-Unis et de la Russie, et que, pardon, les États-Unis transmettent des informations sur les djihadistes qu'ils ont eux-mêmes formés et organisés, mais maintenant ils le révèlent à la Russie. Donc ça, c'est une première étape. Mais au plan politique, la solution viendra d'un arrêt de tout soutien à ces gens-là. Donc si les États-Unis n'apportent plus d'armes, il faut aussi que l'Arabie saoudite et la Turquie fassent de même. Alors la Turquie, c'est manifestement en train de changer depuis pratiquement un mois. ouais, Euh, en fait, la Turquie n'a guère le choix. Il y a quelques jours, l'ancien euh, directeur du renseignement national là-bas a publié une série d'éditoriaux en disant que, à l'évidence, la survie de la Turquie était extrêmement menacée et que les forces qui avaient organisé la destruction de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, de la Syrie, tout ça, ces forces allaient maintenant détruire la Turquie. Que le seul moyen pour survivre pour la Turquie, c'était de s'allier avec la Russie, avec l'Iran et avec la Syrie. C'était le dernier mot de son texte, avec la Syrie. Donc, là, on a vu que hier, les Turcs ont procédé à une grande opération d'arrestation de près de 800 djihadistes sur leur propre territoire. Alors, ils ne savaient pas qu'il y en avait, tout d'un coup, ils en trouvent 800, il faut voir. Donc, le, le, la Turquie essaye de se sortir de ce système, mais elle est tellement engagée là-dedans que ça va lui être difficile. Et ça va lui demander également du temps. Il y a plusieurs camps d'entraînement des djihadistes qui sont sur le territoire turc. Euh, il y a tout un système qui avait été mis en place par le président Erdogan, à la fois pour approvisionner les djihadistes et en même temps pour avoir un retour sur investissement. Vous savez que la Turquie est dirigée par une mafia, euh, par exemple, dont le Premier ministre est en fait le chef. Et par exemple, hein, vous avez des grandes sociétés françaises qui se plaignent d'avoir euh, tout un tas de contrefaçons qui arrivent sur le marché en France, et elles sont fabriquées par Daesh sous le contrôle de la mafia turque, c'est-à-dire du Premier ministre turc. Donc, quand vous voulez arrêter tout ça, ça a tellement de conséquences que vous ne savez pas par où commencer et vous ne savez pas combien de temps il va vous falloir pour ça. Bon. Les Russes ont eu l'idée d'organiser des négociations à Astana, au Kazakhstan, mais ces négociations, ce n'était pas du tout pour faire évoluer la situation en Syrie. D'ailleurs, on n'a pas demandé aux Syriens, ni ceux que l'on avait invités pour l'opposition extérieure, ni ceux de la République arabe syrienne, on ne les avait pas associés à la préparation de cette conférence. Par contre, il y avait la Russie, la Turquie et l'Iran. Et cette conférence a été l'occasion pour les Turcs de parler publiquement avec les autorités syriennes. C'était la première fois depuis 6 ans. Donc c'est une manière de faire des petits pas.
On ne sait pas combien de temps il va leur falloir, mais en tout cas, ils sont en route, ça c'est sûr. D'autre part, il va falloir qu'on sache quelles sont les intentions des États-Unis vis-à-vis de la Syrie. Parce que s'il y a quelque chose de clair, c'est que l'administration Trump veut détruire l'ensemble des djihadistes. L'administration Trump refuse l'idée qui a été celle de la CIA depuis 1978, et en fait qui a commencé avant, mais qui était l'idée d'utiliser les djihadistes et de les développer, d'en faire finalement des troupes supplétives de l'OTAN pour attaquer l'Union soviétique puis la Russie. Donc ça, c'est sûr que ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la Syrie? Logiquement, Donald Trump devrait laisser les Syriens décider eux-mêmes. Et dans ce cas, on aurait une paix assez rapide et le maintien de la République. Mais c'est pas sûr, il n'a pas encore pris de décision, en tout cas il n'a pas fait connaître qu'il ait pris une décision là-dessus. Il faudra aussi qu'on arrête le robinet saoudien, parce que ce sont des milliards et des milliards qui se déversent dans cette guerre, certainement provoquant d'ailleurs une crise économique en Arabie Saoudite, qui a beau être un pays très riche, on ne peut pas dépenser tant d'argent en même temps, faire la guerre en Syrie et la guerre au Yémen. Bon, donc je ne peux pas dire comment les choses vont évoluer et dans combien de temps elles vont évoluer. Mais si Donald Trump arrive à rester au pouvoir, je ne vois pas que cette guerre puisse continuer éternellement. Parce que clairement, si on aurait quand même du mal à concevoir comment, s'il change de son fusil d'épaule, comme c'est le cas dans ce qu'il est en train de faire, il ne va pas aller dans le sens de rompre avec Bachar el-Assad. Il sera obligé de négocier avec lui, c'est certainement, quoi. Enfin, Oui, alors il sera obligé de négocier avec lui. Il y a déjà eu des contacts préliminaires, mais pour le moment, on est encore dans l'incertitude. D'accord. On attend aussi. Est-ce qu'il y a une attente aussi d'un changement en Europe? C'est-à-dire que cette année va être une année d'élections aussi en France. On sait qu'il y aura des élections en Allemagne, je crois, à la rentrée. Est-ce qu'il y a une attente sur ça aussi? Un changement en France, ça fait peur, ça inquiète, ça intéresse? D'abord, il y a eu un changement au Royaume-Uni. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ce changement, il a l'air d'être difficile à traduire dans les faits, puisque le peuple britannique a voté pour la sortie de l'Union européenne, mais la classe dirigeante là-bas y était opposée et elle a freiné au point que pour le moment, il ne s'est toujours rien passé. Ouais. Ils ont forcé le Parlement, mais le Parlement a quand même avalisé. Pour le moment, il ne s'est rien passé. Pour le moment, il ne s'est rien passé du tout. Tout le monde discute, c'est très bien, mais ça commencera quand le Premier ministre annoncera qu'il sort de l'Union européenne. Et ça n'a toujours pas eu lieu. Et ça fait des mois que ça dure. Non seulement ça dure, mais Madame May, alors qu'elle avait présenté son programme de sortie de l'Union, elle est allée aux États-Unis et avant de rencontrer le président Trump, elle a donné une conférence pour les élus du Parti républicain. Et là, elle a tenu des propos ahurissants, puisqu'elle a dit nous avons une grande histoire commune, etc. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, et nous devrions continuer à en faire, d'autant plus que nous quittons l'Union européenne, donc nous sommes libres, et nous avons des grandes capacités internationales grâce au Commonwealth. Donc, nous et le Commonwealth d'un côté, vous de l'autre, nous pourrions ensemble dominer le monde. Donc, elle repart sur l'idée ancienne. Et elle a même dit, nous pourrions
Monsieur Trump et moi faire le même tandem que le président Reagan et Madame Thatcher. Voilà. Donc c'est pas vraiment rassurant quoi, comme évolution. Alors, Donald Trump n'a pas répondu à cet appel qui ne lui a pas été fait directement, mais bon, on voit bien que Madame May a obtenu, elle, des réponses de la part de certains élus républicains. Donc elle a mis le verre dans le fruit dans le Parti républicain, en fait. Ensuite, il y a l'Allemagne. Oui. Alors, les Allemands sont beaucoup plus pragmatiques, en fait. Madame Merkel a changé son ministre des Affaires étrangères. Donc désormais, c'est Sigmar Gabriel qui est un pro-russe à 100%. Oui, voilà, oui, ça peut exister qu'en Allemagne, ce genre de choses. Donc, Madame Merkel a un ministre des Affaires étrangères pro-russe. Voilà. Et Sigmar Gabriel a... comment dire D'abord, il a fait quelques déclarations qui montrent qu'il souhaite faire évoluer grandement la position de son pays vis-à-vis de la Syrie et vis-à-vis du Donbass. Mais également, alors je ne sais pas si c'est Sigmar Gabriel qui l'a organisé, en fait je ne crois pas, mais peut-être, je ne sais pas. Au même moment, les services de renseignement allemands et français, ensemble, ont organisé des consultations à Berlin et à Paris, avec des personnalités syriennes de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, ça ressemble à une volonté de trouver un nouveau discours, d'évaluer un peu les choses avant de changer ce discours. Alors la France, elle, est complètement à la traîne, puisque au Quai d'Orsay actuellement, il y a un chargé de mission sur la Syrie qui pense qu'il sera le prochain haut commissaire de l'Empire français en Syrie. Donc je pense qu'une fois de plus, tout le monde va évoluer et que la France sera à la traîne. Cependant, il va bientôt y avoir des élections présidentielles en France. Alors, je sais que je vais choquer beaucoup de nos auditeurs, mais il est très clair que les gens qui luttent contre Donald Trump, ces gens-là, les mêmes, luttent aujourd'hui contre un seul des candidats en France. Voilà. Ouais. Donc je pense qu'il y a une raison à ça. Parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait un candidat particulièrement qui soit... c'est ça qui dérange, quoi, qu'on va dire. C'est ça, évidemment. Il y a un candidat qui dérange et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au cours des 10 derniers jours, il en a pris plein la figure. Oui. D'accord. Et pourquoi ce candidat-là, particulièrement, il dérange plus que les autres? Parce qu'il est pro-russe, c'est ça? Parce que beaucoup disent ça, mais... Parce qu'il a des contacts en Russie et en Syrie. D'accord. Parce qu'on sent, justement, en évoquant cette affaire, qu'il y a quelqu'un derrière. On se demande qui a intérêt à faire dégager... alors, beaucoup disent que ça profite, évidemment, peut-être à d'autres candidats, mais qui est-ce qui a le pouvoir? Oui, mais franchement, moi, j'ai pas l'impression que cette opération ait été faite pour profiter à quiconque. Je pense que c'est fait pour éliminer un candidat. D'accord. Parce que, bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'on ressent. On peut pas l'expliquer, mais ouais, parce qu'on voit tous les médias s'acharner, surtout en cœur, et ils n'ont pas l'habitude, quand même, de faire ça sur tout le monde et dans toutes les affaires. Or là, c'est comme si qu'on leur avait donné carte blanche, allez-y, et tous les jours, il y a un scoop qui sort et qui enfonce un peu plus le candidat. Oui, le dernier homme politique qui a été comme ça, c'était Roland Dumas. Un peu, ouais, oui, d'accord. Ouais. Oui, Exactement. oui. Ça nous rappelle... ouais.
Il n'y en C'était a un pas peu... eu d'autres hein, Ouais. depuis. Ouais, parce que c'est très particulier, hein. C'est vrai que ce traitement... Alors, justement, ce candidat, on l'a accusé souvent d'être... voilà, d'avoir des collusions avec les Russes. Donc c'est important dans la campagne française aujourd'hui de se positionner par rapport à la Russie. On voit que c'est un... Parce que c'est vrai que dans le débat américain, on l'avait vu avec Trump contre Clinton, ils avaient évoqué la Russie dans le débat plusieurs fois. Mhm. Mais c'est évoqué en France aussi beaucoup maintenant. C'est au centre du débat où on demande, ben, en gros, c'est quoi votre positionnement avec la Russie? Et puis là, il y a tous ceux qui nous disent, bah, Poutine, c'est un horrible, faut le faire plier, mais bon, on n'a pas trop les moyens français, en gros, de le faire plier, quoi, faut le faire avec l'Europe. Et puis il y en a d'autres qui disent, pas du tout, c'est des conneries, il faut au contraire parler avec lui, on n'a pas à avoir peur de la Mhm. Russie. Alors, est-ce que... Voilà. ouais, vas-y, Pardon, à l'instant, quand tu parles, ouais, je vois les ravages de la propagande. Parce que tu dis, ouais, euh, on a le choix entre la Russie et l'Europe. ouais, Oui. Bon, alors la Russie est un État européen. ouais, Donc l'Union européenne a été construite d'abord comme communauté européenne contre l'Union soviétique, et aujourd'hui elle a été élargie contre la Russie. C'est le même principe que l'histoire du traité transpacifique vis-à-vis de la Chine. C'est le même système. ouais. D'où Donc en moi je plus... suis européen, mais Ouais. d'une Europe qui comprend aussi bien la France que la Russie. Alors, Et je suis contre l'Union européenne qui est conçue contre la Russie. Alors justement, il y a certains qui rétorquent à ça que la Russie, elle aussi, défend une forme d'impérialisme et voudrait imposer un peu son joug, son pouvoir sur le reste de l'Europe. Le fameux l'eurasisme, voilà, que défend même Douguine, qui parle de cette Europe de Brest à Vladivostok, quoi. Mais qui Oui. dit, qui est un peu inquiétant aussi sur un certain aspect, quoi. Qui dit, oui, on va aller, il faut qu'on conquiert l'Europe, il faut que la Russie s'accapare les technologies européennes, etc. Il y a- Alors, Monsieur Douguin a eu à un moment une influence sur le président Poutine, Mhm. mais ça fait de longues années qu'il a été renvoyé du Kremlin. D'accord. Parce qu'il a eu des idées un peu, il allait trop loin, certainement, alors peut-être, dans son eurasisme fou, alors. Oui, oui. Bah, progressivement, il s'est radicalisé. Oui. Parce que là, on voit bien qu'il y a une offensive, on va dire, contre la Russie, qui se défend très bien, je trouve, à travers les médias, parce qu'aujourd'hui, la Russie, elle a subventionné avec les sites internet, Russia Today, etc. Et il y a une réponse quand même aujourd'hui de cette Russie. Elle se laisse pas faire, je trouve, comme avant. On la salit, mais elle se laisse pas faire, quoi. Parce qu'il y a même eu des batailles, on a vu à un moment donné, entre Libération, le site Sputnik, voilà, des grandes, on va dire, des batailles d'articles, mais ils se laissent plus faire, les Russes. J'ai l'impression voilà, ils sont déterminés, en tout cas, à ne pas se laisser faire, c'est clair. Ils veulent pas perdre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut... ils sont dans le même état d'esprit aussi en Syrie, parce que les Syriens, c'est le cas de le dire, ils sont agressés de toutes parts, et ils sont déterminés aussi, dans la même détermination, comme ça, aussi. Je pense quand on a sa vie en jeu, on a forcément une détermination. Hein. Si on reste, il faut une grande détermination. Mais la Syrie, il y a un risque d'éclatement clair, là, à l'heure actuelle, une Je ne fois crois que... pas. Non. Une fois qu'on Je ne aura... crois pas. Imaginons que ça se décante, il n'y a pas ce risque-là, justement, que ça se Non, réveille. Non. tout le monde parle de ça, mais moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que la Syrie, c'est un État très, très différent des autres. Très, très différent. Euh, les États-Unis ont cru qu'ils arriveraient à, à partitionner ce pays sur le modèle de ce qu'ils ont fait en Yougoslavie. Bon. En fait, en Yougoslavie, il y avait des communautés différentes, les Serbes, les Bosniaques, etc. Mais ces communautés différentes habitaient dans des régions différentes. En Syrie, il y a beaucoup plus de communautés qu'en Yougoslavie, mais elles sont toutes mélangées. Alors, c'est vrai que il y a peut-être un village où il y aura une majorité
de sunnites, peut-être un village où il y aura une majorité d'Arméniens ou une majorité de Tchétchènes. Mais dans chaque endroit, il y aura des gens de toutes les communautés. Donc, on ne peut pas diviser le pays en disant ici il y a une ethnie, là il y a une religion. C'est totalement impossible. Ou alors il faut faire une division appartement par appartement ou immeuble par immeuble. Donc, je ne pense pas qu'on puisse diviser le pays, sauf à tuer tous les gens qui sont là-dedans. Et les Russes, au départ, ont pensé que si on veut faire la paix, le meilleur moyen, c'est on va leur donner notre modèle. Donc, au début, les Russes ont dit, bien, pourquoi vous ne faites pas une fédération comme nous? Nous sommes une fédération, la Fédération de Russie. Et il a fallu leur expliquer, mais d'abord, ce n'est pas du tout pareil, vous êtes un très grand pays, ici, c'est pas du tout pareil. Et surtout, voilà, dans votre pays, il y a un endroit où il y a telle ethnie ou telle autre ethnie, mais ici, ce n'est pas le cas. Alors, il a fallu plusieurs mois pour leur expliquer, mais maintenant, c'est très clair pour eux. Ils ne projettent plus du tout de faire de fédération. D'ailleurs, ils ont présenté l'autre jour un projet de constitution et il n'est plus question du tout de fédération. Mais quand même, ils ont toujours des réflexes dans leur projet de constitution. Ils ont copié la manière dont ils imaginent la neutralité de l'État. Alors, de même qu'eux sont passés de République socialiste soviétique à Fédération de Russie, ils ont dit, vous devez passer de République arabe syrienne à République syrienne. Alors, pourquoi? Parce que URSS, c'est socialiste soviétique, mais s'il n'y a plus de communistes, aujourd'hui, l'État, c'est juste la Fédération de Russie, et les communistes, c'est un parti, ça n'est plus l'État. Et ils disent, vous, la notion République arabe syrienne, c'est parce que vous imaginez l'unité des peuples arabes, mais ça, c'est l'idéologie du Baas, mais ce n'est pas l'État. Et l'État ne doit pas être arabe. Oui, on peut penser comme ça, mais c'est méconnaître l'histoire de ce pays. Bon, on est en train de leur expliquer tout ça, certainement ça va changer, mais je vois qu'il y a toujours cette tendance de penser spontanément ce qui est bon pour moi est bon pour vous. D'accord. Parce que la Syrie, clairement, donc elle envisage son avenir dans justement, alors plutôt un État central fort qui va souder un peu toutes ces communautés, quoi, c'est ça? Forcément, forcément. Mais le fait d'avoir un État central fort n'interdit pas de décentraliser son administration. Parce que là aussi, il va y avoir un problème. C'est même si demain, voilà, imaginons que on arrive à abattre définitivement Daesh, ces territoires qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a les Américains, les Turcs, on sait qu'il y a des troupes positionnées turques côté syrien, des Américains qui ont fait des incursions, etc. Comment ça va gérer tout ça? Parce qu'on a l'impression que c'est un bout bourbier, quoi. L'après a l'air aussi bourbier finalement que le conflit lui-même. Non, écoutez, moi, ce que je vois, c'est les accords de réconciliation ici. Donc, pendant qu'à l'extérieur, on disait que c'était une révolution contre une dictature et blablabla, ici, en fait, ce qu'on vivait, c'est que une partie de la population a été intoxiquée par la propagande des chaînes internationales, Al Jazeera, Al Arabiya, BBC, Sky News, tout ça c'est en langue arabe, et France 24 également en langue arabe. Donc toutes ces chaînes expliquaient que le président Bachar el-Assad allait être renversé, qu'on allait libérer le pays,
Et on donnait comme exemple ce qui s'était passé en Libye. Donc tout le monde se disait, voilà, ils vont tuer Bachar el-Assad, ils vont nous imposer on ne sait pas qui, mais on a bien compris que le prochain gouvernement, ça sera tenu par les frères musulmans, comme c'est le cas en Libye. Donc il y a une partie de la population qui a essayé d'anticiper pour sa propre survie ce changement de régime. Et beaucoup de gens se sont engagés militairement contre le gouvernement de Damas parce qu'ils pensaient que les dés avaient déjà été jetés. Donc le gouvernement de Damas a créé un ministère de la réconciliation nationale, mais ça a été fait en 2012, ça, a créé un ministère de la réconciliation nationale. Il y a plus d'1 millier je crois, on doit être à presque 1200 maintenant, accords de réconciliation qui ont été signés avec des villes particulières. Chaque fois, on a réintégré les gens qui avaient pris les armes, on les a réintégrés dans l'armée syrienne où ils ont déposé les armes. Voilà. Et chaque fois, on a vu que ça se passait en fait très bien. Bon, il y a eu effectivement 3 ou 4 fois où les gens n'ont pas respecté leurs paroles, mais d'une manière générale, ça s'est très bien passé. Et c'est étonnant comme ce peuple est capable vraiment de se réconcilier. Parce qu'il y a des crimes terribles parfois qui ont été commis. Mais non, ça se passe bien. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu sur parce on s'est pas vu depuis, mais Alep a été sous les feux des médias. Et bon, tous les jours, on avait évidemment de l'information contradictoire sur ce qui se passait véritablement à Alep. Qu'est-ce que tu peux nous dire, c'est-à-dire sur la situation? Alors, en gros... Alors, d'abord, je vais vous dire une chose. L'information que vous avez eue au sujet d'Alep vous a été donnée par les casques blancs. Voilà, exactement. Alors, cette organisation... Je voulais t'en parler aussi. Bah, oui. Non, mais cette organisation, les casques blancs, se présente comme étant une organisation humanitaire, comme étant la défense civile d'Alep. Bon, alors d'abord, ce n'est pas du tout la défense civile, parce que à Alep, si vous aviez un problème, un incendie par exemple, si vous n'étiez pas répertorié comme étant un soutien des djihadistes, eh ben, on vous laissait mourir dans votre incendie. Ce n'est pas vraiment humanitaire, ça. Ensuite, cette organisation a été créée par un officier du MI6, James Le Mesurier, qui a été, pour cela, décoré de l'ordre de l'Empire britannique par la reine Élisabeth. Cette organisation des casques blancs est composée majoritairement de membres d'Al-Qaïda. Alors ça, on l'a montré plusieurs fois à travers tout un tas de photos, de vidéos, etc. Ils ont toujours dit que ce n'était pas vrai, mais bon, moi je vous dis ce que je sais. Mais il y a une chose qui est indiscutable. Lorsque Alep est tombé, les casques blancs sont venus ici, dans la banlieue de Damas. Et il y a eu 5 organisations qui ont décidé de couper l'eau de Damas, dont les casques bleus, qui ont publié eux-mêmes un communiqué pour mettre en demeure le gouvernement en disant « Nous ne rétablirons l'eau que lorsque vous aurez abdiqué ». Alors, si c'est une organisation humanitaire, c'est une organisation humanitaire qui a coupé l'eau pendant 42 jours pour 6 millions de personnes. D'accord. Donc, autant dire que les informations de ces gens-là, c'est zéro pointé. Alors, ce qui s'est passé à Alep, c'est que les djihadistes tenaient la partie est de la ville, qu'ils avaient installé un tribunal de la charia, que voilà, c'était leur dictature qui était là-bas, que lorsque l'armée syrienne s'est approchée, toute personne qui cherchait à sortir d'Alep a été abattue, puis il y a eu un décret du tribunal de la charia qui a dit on laisse partir les enfants
et les vieillards, mais pour partir, ils doivent payer un impôt pour la Révolution, et évidemment une somme dont la plupart des gens ne disposaient pas à l'épeste. Bon. Finalement, les djihadistes ont été vaincus, et là, l'armée syrienne, qui avait des bonnes informations, a pris possession d'un bunker dans Alep-Est, dans lequel se trouvaient des officiers d'encadrement étrangers, surtout des Saoudiens et des États-Unis. D'accord. Alors, ouais, moi j'ai annoncé ça. Ouais. Bien entendu, certains grands journaux ont dit que je délirais, etc. Mais la chose a été confirmée après aux Nations Unies quand même. Oui, ça a été confirmé par un représentant syrien aux Nations Unies, c'est ça? Oui, l'ambassadeur de Syrie aux États-Unis, aux Nations Unies, a confirmé la chose, absolument. Donc ça aussi, ça a dû peser dans la balance, cet événement un peu occulté. Oui, mais ça a pesé dans la balance dans le sens que l'administration Obama a cessé de communiquer, voilà, c'est tout. Ça n'a pas été plus loin. D'accord. Parce que... Si, ça a peut-être joué dans la négociation avec la Turquie, oui. D'accord, parce qu'on nous a tellement abreuvé, on va dire, justement, d'informations sur Alep en nous disant, oui, que les bus étaient bombardés par l'armée, les bus d'évacuation. Non, alors les bus ont été bombardés, mais pas par l'armée. Ils ont été bombardés par un des groupes rebelles qui voulait négocier quelque chose pour lui-même, en fait. C'était même pas dans le conflit général, ça. Enfin bon. D'accord. Alors, il y a une chose qui est à noter. Les gens qui vivaient à Alep-Est, d'abord, ils n'étaient pas, on disait qu'ils étaient, je ne sais plus, 300 000. Hein. Ouais. En fait, il y avait 120 000 personnes, et non pas 300 000. C'est quand même pas du tout pareil. Et ensuite, sur ces 120 000, alors je ne sais plus combien, environ 20 000, je crois, qui ont décidé de suivre les djihadistes et de se replier sur Idlib. Et donc, on les a transportés à Idlib. Mais tous les autres, c'est-à-dire 85% des gens qui étaient à Alep-Est, tous les autres se sont placés sous la protection de la République arabe syrienne. Donc quand on nous disait que c'était une ville rebelle, c'est pas vrai du tout. C'était une ville qui était occupée par les djihadistes. Ces chiffres sont vérifiables. Hein. Ouais. Oui, parce qu'on a beaucoup joué de ces chiffres quand on nous a dit les gens ne veulent pas retourner, en fait, justement, avec Bachar, ils veulent partir ailleurs. Ils ne veulent pas retourner, mais majoritairement, très majoritairement, ils sont retournés avec la République. Ouais. Et donc là, on peut parler de libération totale d'Alep, parce que on a vu des images. Alep, c'est totalement... la ville, c'est totalement terminé. Maintenant, il reste au nord du gouvernorat la ville de Al-Bab, mais ça va se faire dans les prochains jours. L'ensemble du gouvernorat devra être... oui, ça devrait être fini dans 15 jours. C'est-à-dire clairement, donc là, le prétendu califat islamique, il recule. Donc c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ils vont finir par quoi débouler sur la Turquie. Ils seront acculés, en fait, si les Syriens arrivent à avancer comme ça. Ouais. Oui. C'est pour ça que la solution ne peut être que conjointe de la Syrie, de la Turquie et de l'Irak. Oui, parce qu'ils vont tous débouler en Turquie et la Turquie va être confrontée. En plus, après, on peut envisager peut-être s'allier, parce que la Turquie, elle est empêtrée aussi quand même dans des contradictions avec les Kurdes, le PKK, etc. Oui. Est-ce qu'ils ont toujours l'intention, comme tu l'avais évoqué ici dans plusieurs émissions, et on a vu que, justement qu'il y avait un forcing qui allait dans ce sens-là, de créer un État kurde dans le nord-est de la Syrie? Alors... Oui. Apparemment, la Turquie y a renoncé depuis un mois à peu près. D'accord. Parce que, je précise, parce qu'au passage, il y a quelques temps de ça, j'ai vu un reportage passer sur une grande chaîne de télé, et alors, il ne traitait pas
précisément, justement, comme tu le dis, de l'intention de mettre un État, mais c'était bien ce reportage, parce que c'était dans le nord-est de la Syrie, et il montrait qu'il disait qu'on accusait les gens d'avoir fait un nettoyage ethnique en prévision de faire leur État. Ouais. Oui. Et que justement, il y avait des voix qui se levaient, puis bon, le reportage essayait de lisser les choses, hein, parce que c'est une grande chaîne, hein, je ne vais pas citer, mais c'était une grande chaîne, ils essayaient de lisser, mais les gens sur place, ils accusaient clairement les groupes de vouloir faire un nettoyage ethnique. Ils disaient, oui, ils cherchent à vider les villes des populations arabes pour faire croire qu'il y a une majorité de Kurdes, en fait. C'était un peu, voilà. Oui, des Arabes et des chrétiens. Et des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens Il y syriens a beaucoup de chrétiens aussi, ouais, d'accord. Donc, bon, pour le moment, on va dire projet en stand-by. On me demande aussi, et c'est vrai, qu'est-ce qui se passe encore au Yémen? Parce que c'est une guerre oubliée un peu, ça, alors que c'est au cœur de tout ce qui est en train de se passer aussi. Je ne sais pas bien ce qui se passe au Yémen, Ouais, là, dans les derniers jours. Hein. oui, oui. Clairement, l'Arabie saoudite est en très mauvaise position militaire, puisque les troupes des Houthis rentrent régulièrement en territoire saoudien et dévastent les bases militaires saoudiennes, Ah ouais. que souvent ils bombardent certaines oasis, tout ça. Bon. Mais il ne semble pas qu'il y ait de solution au Yémen, parce que le Yémen, c'est un État tribal. Il y a eu des renversements d'alliances absolument incompréhensibles au regard du système tribal, mais qui s'expliquent par des histoires de corruption, d'achat de l'un ou de l'autre. Bon. Donc il y a eu des renversements d'alliances invraisemblables pendant les dernières années. Et du coup, c'est très difficile de reconstruire quoi que ce soit, qui là-bas ne peut être reconstruit que sur une base tribale, parce que c'est la réalité de la société. Donc je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Personnellement, je pense que c'est une situation comparable à celle qui existe aujourd'hui en Libye, et qu'on ne verra pas la paix là-bas avant une génération. D'accord. D'ailleurs, la Libye, où on apprend aussi que ça a pas mal bougé. Il y a un retour aussi un peu des Verts, un peu, enfin des pro-Kadhafi, de la Jamaïria, qui auraient repris certaines villes en fait au sud. Bon, toujours, en fait, il se passe des choses, mais j'ai l'impression on essaie de la faire tomber dans l'oubli, mais il se passe encore des choses en Libye. Oui, mais il se passe des choses. Il y a constamment des combats, il y a des rivalités invraisemblables. Mais il n'y a rien qui se dégage. Et je ne vois pas que quelque chose puisse vraiment se dégager, puisque là encore, c'est un pays tribal. Donc, vous savez, la Libye, ça n'est habité que sur le bord de la mer, en fait. Tout le reste du pays, c'est un immense désert avec quelques bédouins qui, ici et là, voilà. Donc, dans la partie côtière, chaque ville est attaché à une tribu différente. Et tant que ces tribus n'auront pas trouvé un chef commun, on ne pourra rien faire. Quand Mouammar Kadhafi a voulu organiser une forme de démocratie là-bas, il a été obligé d'avoir d'un côté une assemblée nationale et de l'autre côté une assemblée des tribus. Alors l'Assemblée nationale, les gens discutaient comme dans les assemblées chez nous. Mais l'Assemblée des tribus, c'est quelque chose de assez étonnant, quoi. C'est-à-dire, ils arrivent par groupe, dans chaque groupe, il y en a un qui est choisi parce qu'il a une voix extraordinaire. Il se met à hurler qu'il veut ceci. Tout le monde derrière lui se met à taper du tambour, que c'est lui qui a raison. Un autre groupe va dire le contraire. Alors c'est celui qui crie le plus fort. C'est vraiment une culture étonnante. Bon. Mais cette assemblée des tribus, elle reconnaissait l'autorité de Kadhafi. Et pour qu'elle reconnaisse
l'autorité de quelqu'un, ça suppose des tractations entre les uns et les autres qui sont longues et difficiles, et ça suppose de trouver une personnalité qui soit acceptable par tous. Et tant qu'il n'y a pas une personnalité comme ça acceptée par les tribus, le reste du système ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, on dit on va faire une assemblée démocratique, on en a déjà deux d'ailleurs, qui sont complètement rivales. Mais ça n'a pas de sens, ça n'est pas possible d'avoir un débat démocratique tant qu'on n'a pas réglé le conflit tribal. Et rien n'est fait pour ça. Donc ça va durer longtemps. En plus, avec toutes les conséquences, évidemment, puisque le problème de l'invasion migratoire, il est complètement lié à cette déstabilisation de la Libye, puisque c'est devenu maintenant, on sait il comptabilisait plus d'1 million de réfugiés prêts à traverser la Méditerranée qui stationneraient à Tripoli actuellement. Oui, mais il faut savoir que depuis que l'OTAN a aidé à l'indépendance de fait de Benghazi, puisque maintenant Benghazi et Tripoli se sont séparés. Hein, il y a 2 gouvernements, 2 assemblées, et en fait il y a 2 pays. Hein. Donc les gens de Benghazi, dès le début, dès le moment où où se sont soulevés pour leur propre indépendance, parce qu'ils ne se sont pas soulevés contre Kadhafi, ils se sont soulevés pour leur indépendance, c'est pas pareil, pour faire sécession. Hein. Donc, dès le premier jour, ils ont... c'est sorti comme ça, hein, c'est un comportement raciste absolument insensé. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, au début de la guerre là-bas, on a montré sur les chaînes de télévision occidentales environ 800 000 travailleurs immigrés d'Afrique noire qui se précipitaient à la frontière. Et on ne savait pas l'expliquer. Alors on disait ils fuient le régime de Kadhafi, mais ils ne fuyaient pas du tout le régime de Kadhafi, puisqu'ils se précipitaient à la frontière à l'ouest, la frontière de la Tunisie, et pas à la frontière de Benghazi, à l'est avec l'Égypte. En fait, ils fuyaient la zone de Benghazi, et ils savaient que certainement ils imaginaient que l'OTAN allait renverser Kadhafi, ce qui a eu lieu effectivement quelques mois plus tard, et qu'il serait massacré. Donc, il y a eu des massacres terribles dès les premiers jours de toute la population noire à Benghazi, et quand Tripoli est tombé, moi je me souviens, hein, il y avait des cadavres absolument partout, mais il y avait surtout des cadavres de noirs. Donc, c'est une explosion de racisme depuis la chute de la Jamaïria. Et lorsque les Africains noirs cherchent à traverser la Libye et qui se retrouvent face à certains des aimables révolutionnaires que nous avons subventionnés, c'est terrible pour eux. Il y a énormément de cas de gens qui sont battus, torturés, lynchés. C'est terrible, ça. Hein. Oui, parce que beaucoup disent qu'ils traversent l'Afrique, ils arrivent en Libye, c'est l'enfer. Et après, quand ils traversent la Méditerranée, ils atterrissent à Lampedusa, ils disent le pire endroit, c'était la Libye, quoi. Ils disent c'était l'enfer absolu, quoi. Ouais. Et pour eux, c'est très difficile à comprendre parce que pendant des années, Kadhafi avait mené une autre politique. Ouais. Kadhafi voulait être le maître de l'Afrique, en fait. Il avait l'État le plus riche d'Afrique. Hein, l'État où on vivait le mieux dans ce continent. On vivait mieux en Libye qu'on ne vivait en Afrique du Sud, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, voilà, il était ouvert. La Libye payait des programmes de développement dans la plupart des États africains, surtout au Mali, d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est pour ça que, comme l'avait annoncé le ministre de la coopération, j'avais publié une interview de lui pendant la guerre, si Kadhafi tombe,
la prochaine guerre sera au Mali, avait-il Ah dit. oui, je me souviens de ça, oui, 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 tout à fait. Ouais, 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 ouais. c'est bien ce qui a eu lieu, parce que la Libye tenait à bout de bras le Mali. D'accord. Donc à partir du moment, effectivement, on a coupé ce lien, et le Mali, si la France n'était pas intervenue, concrètement, il allait tomber aussi aux mains de djihadistes, s'il avait pas Absolument pas, Non? absolument pas. Alors qu'est-ce qui s'est Non, passé pour... mais non, mais d'abord, s'il y a eu des problèmes au Mali, c'est parce que la Libye est tombée à cause de la France. Oui, Donc, oui. la France ne va pas sauver les Maliens après avoir provoqué le problème. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux, hein. Mais le fait d'avoir fait tomber la Libye, ça a privé le Mali de ressources financières considérables. Ça a amené des quantités d'armes énormes dans ce pays, où il y avait un, un affrontement traditionnel entre deux zones très très différentes du pays, un désert, voilà, avec les populations du désert, et puis une partie classique de l'Afrique noire. Donc ces deux parties ont toujours eu des difficultés à s'entendre, et là c'est devenu impossible. C'est devenu d'autant plus impossible qu'il y avait cette explosion de racisme à côté. Donc que quelque chose comme... Il y avait de tout bien moins de 200 djihadistes au Mali quand les Français sont intervenus. Moins de 200 Ah oui, djihadistes. d'accord. Ouais, ouais. Donc le problème, ce n'était pas les djihadistes, c'était autre chose. Ben, pourtant, on y est encore, en plus, l'opération Oui, Berkane, ben, elle c'est pas continue. pourtant, on y est encore. Mm. On y est allé pour prendre ce pays. C'est une opération coloniale qui a été dénoncée comme telle par un grand nombre de responsables politiques au Mali. Alors on a vu que le président, qu'on avait bien choisi, d'accord, lui il est content, c'est parfait, mais le, la population se retrouve à nouveau dans une situation coloniale. Et je Parce ne que vois là, pas trop ce qu'on va gagner dans cette histoire. parce que c'est ce qu'on se demande. Bon, quand on a vu l'armée malienne s'entraîner, c'est vrai qu'on a douté de ses capacités à répondre à une attaque. Autre chose, je vous signale que quand l'armée française est intervenue au Mali, tout d'un coup, l'état-major a reçu des ordres de l'Élysée, arrêtez votre progression. Ah oui, On les a fait patienter pendant 2 ou 3 jours, le temps que les forces du Qatar se replient. Parce que les 200 djihadistes qui étaient là, enfin un peu moins, 150, je ne sais pas, qui étaient là, ils étaient encadrés par les forces du Qatar, qui est notre allié. d'accord. Ce qu'avaient d'ailleurs dénoncé à l'époque aussi certains Africains, en disant oui, le Qatar a pas... Et même le Canard enchaîné, il me semble bien qu'il y avait un article dedans qui parlait de cette implication du Qatar dans le Oui. financement des djihadistes Et maliens. quand la France est intervenue au Mali, elle a été obligée de se retirer de Syrie, parce qu'elle a Ouais. été chassée par les djihadistes de Syrie. Les djihadistes en Syrie, ils ont fait des vidéos où ils chantaient les Français sont des salauds, les Français sont des salauds. Parce que ils nous soutiennent ici, mais ils vont tuer nos frères au Mali. Voilà. Donc, D'accord. quand on ne Et, sait pas ce qu'on peut, hein. même prolongement sur ce qui s'est passé au Centrafrique, parce que c'est un peu dans la même période aussi, un peu pareil, les mêmes raisons, des espèces de djihadistes qui débarquent du Tchad, qui prennent le pays. Je ne sais pas. Je ne sais Non, pas. non, d'accord. Probablement, mais je ne sais pas. D'accord, parce que non, on peut faire j'ai l'impression de faire des voix similaires. Eh ben, Thierry, on va faire une petite pause et puis on revient juste après. On fait la deuxième pause. Ok. Ouais, Ok. ça marche. La régie, j'espère que je surprends pas encore. Il faut qu'on fasse la deuxième pause. Et puis après, on revient normalement sur meta.tv. C'est bon, la régie, elle est prête, c'est parti.